Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie déjà d'avoir pris sur votre temps pour venir assister à cette conférence. Première conférence depuis l'ère Covid, on va dire, au sein de l'école. La dernière fois, nous étions quittés lors des 60 ans. On a réussi à les faire dans les limites vraiment de ce qui était possible de faire. Et donc, je suis très heureux qu'on puisse de nouveau se retrouver, même avec des contraintes distancielles et sanitaires qui existent encore, qu'on va pouvoir certainement traiter un certain nombre de temps, mais au moins qu'on puisse commencer à retravailler dans des conditions en mode présentiel. Ça fait vraiment du bien et je suis vraiment très heureux d'accueillir Patrick Koehler aujourd'hui, qui nous fait l'honneur de venir à l'école, dans son école, pour pouvoir présenter justement la vision de l'évolution en fait de l'utilisation de l'hydrogène dans nos sociétés. Il va falloir profiter peut-être de cette période un petit peu difficile que nous avons vécue pour essayer d'en tirer la substantifique moelle, essayer de trouver quelles sont les opportunités finalement qui vont se dégager dans les temps à venir. Et en fait, un certain nombre de chercheurs, un certain nombre d'entreprises travaillaient déjà sur cette transition énergétique. Et je pense que là, c'est l'occasion vraiment, après cette crise, de se retrousser les manches et d'essayer de renverser un petit peu la vapeur, c'est le cas de le dire, pour faire un parallèle avec l'hydrogène. Donc je vais passer la parole à Patrick Koehler et je vous remercie encore et je vous demande de l'applaudir. Merci Eric. Je suis très content d'être ici et de retrouver cette école après de très nombreuses années, mais ça fait toujours plaisir. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu de l'hydrogène et la façon dont nous gérons ça. Un premier point, les transparents, les slides sont écrits en anglais. C'est la langue que l'on utilise en entreprise. Nous n'écrivons rien dans une autre langue que l'anglais, mais vous allez voir, ça va être assez facile. Donc je vais très vite, j'ai 4 pages pour vous présenter le groupe et c'est vraiment pas le principal sujet. Ensuite, je passerai à l'hydrogène, mais en tant qu'économie, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on fonctionne et pourquoi on y croit. La mobilité liée à l'hydrogène et ensuite les ambitions de la société. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour prendre une position de leader dans ce domaine. Donc, très vite, je ne sais pas si ça marche, voilà. Très vite, on est en 2019, on a fait presque 18 milliards de chiffre d'affaires avec 114 000 employés qui travaillent dans 266 usines et dans 39 centres de R&D. Et pour vous donner une petite idée, une voiture sur 3 dans le monde est équipée de nos produits. Et nous sommes partis d'un club fermé des 10 premiers fournisseurs mondiaux de l'automobile. Donc en fait, à ce titre, on livre à peu près tous les constructeurs du monde, y compris bien sûr tous les Chinois. Nous avons 2 axes sur lesquels on se focalise en matière d'innovation. Le premier, c'est Sustainable Mobility, donc c'est toute la partie de la mobilité pérenne, avec 2 types de solutions, des solutions d'émissions, de réduction des émissions, en allant très loin. Donc on est capable d'avoir des véhicules, des moteurs thermiques extrêmement propres. Et bien sûr, ce sont des moteurs qui sont principalement utilisés dans des solutions hybrides, donc hybrides rechargeables ou hybrides simples. Et de l'autre côté, le cockpit, donc l'intérieur véhicule, en fait on fait la totalité de l'intérieur véhicule, toutes les surfaces à l'intérieur des voitures. Et ces deux axes représentent un marché adressable de 120 milliards d'euros d'ici 2030. Donc c'est un terrain de jeu qui est très important et qui nous autorise une croissance supérieure à celle du marché. Nous sommes organisés en 14 lignes de produits, donc peu importe de regarder dans le détail. Mais c'est important parce qu'il ne faut pas les multiplier. On a de la complexité partout, la complexité est croissante partout. Et donc c'est important pour une entreprise comme la nôtre d'être capable de la gérer et d'avoir les personnels capables de prendre les bonnes initiatives. C'est une entreprise décentralisée, donc on a beaucoup de PNL, on a beaucoup de responsables dans ces différents pays, donc des petites pyramides qui, cumulées, consolident les résultats du groupe.
Et pour vous donner une idée de ce que nous faisons en matière d'innovation, eh bien, sur les 3 dernières années, nous avons dépensé 607 millions d'euros en innovation pure, donc on n'y met pas l'ingénierie et les standards, c'est vraiment des projets d'innovation. Nous prévoyons de dépenser 1 milliard d'euros en investissement sur des technologies pérennes, et ça pour les 3 années à venir, jusqu'en 2025, pardon. Et nous avons beaucoup investi en software, parce que nous pensons que c'est là que ça va se jouer. Donc on a 800 ingénieurs maintenant qui sont des employés de Forestia. En réalité, on travaille avec 1500 ingénieurs de software à travers le monde. Et nous investissons beaucoup aussi dans tout ce qui est data analytics et artificial intelligence, parce que ça, c'est aussi ce qui nous permet d'améliorer non seulement nos produits, mais aussi l'ensemble de nos process internes, que ce soit du transactionnel ou que ce soit du process industriel. Sur le petit carré à droite, je souhaitais vous parler de l'écosystème. En fait, ce qui est très clair aujourd'hui et ce qui caractérise l'innovation, c'est qu'on ne peut plus fonctionner tout seul. Donc il faut absolument que l'on soit en écosystème, un écosystème bien compris. Donc c'est important qu'on ait les bons contacts au bon niveau avec les différents partenaires pour qu'on s'assure qu'on est bien aligné sur des valeurs, le comment on va faire, mais pas seulement, aussi sur qu'est-ce qu'on va faire, en comprenant bien que le time to market, donc la vitesse à laquelle on va être capable de vendre une innovation est absolument fondamentale, c'est clé. Si vous regardez la partie LIDAR, par exemple, sur la voiture autonome, c'est une catastrophe, parce qu'on ne sait pas quand on va avoir ces produits-là sur le marché. Et on ne sait même pas si la technologie qui est celle d'aujourd'hui sera celle qui finalement sera utilisée, parce qu'on a un problème de prix et de coût pour ces technos. Donc il faut faire très attention dans notre monde à bien faire coïncider, coexister dès le départ la partie technologie avec la partie business model et la partie commerciale. Donc vous avez quelques noms là, qui font partie de notre réseau. Donc il y a Hella, il y a Mahle, qui sont des fournisseurs allemands, l'un de l'éclairage, l'autre davantage de voitures électriques et du thermique. Vous avez Michelin, que vous connaissez, Accenture pour l'intelligence artificielle, Microsoft pour le cloud, ZF pour la partie sécurité, c'est l'ex-TRW, Palantir pour tout ce qui concerne la data management et l'ontologie. C'est très important de savoir gérer ça. Schneider Electric pour toute la partie CO2 et la convergence vers la neutralité CO2. Et ensuite, on a des startups. Alors au départ, on investissait, on mettait un peu d'argent dans les startups pour les voir grandir, pour voir comment ça marchait. On a abandonné ça. Maintenant, on achète quand c'est possible, ou bien on crée une JV quand la startup veut aborder différents segments industriels. Donc on crée une JV qui nous donne l'exclusivité pour l'automobile, pour les applications automobiles. Parce que sinon, vous courez derrière en permanence, il y a des augmentations de capital, vous remettez de l'argent, et il n'y a pas de rentabilité à ça. On n'est pas une banque, on n'est pas un investisseur spéculatif, donc on a arrêté de fonctionner de cette manière. Voilà, donc ça c'était Forestia. Maintenant, voyons un peu la partie hydrogène et l'économie hydrogène. Alors ce slide est un peu compliqué, mais je crois qu'il est assez complet. Quelle est la marche, la démarche, quelle est la séquence? Eh bien d'abord, on a une demande croissance d'énergie. Ensuite, la part électrique de cette énergie est d'autant plus croissante. Bien sûr, cette énergie doit être décarbonée. C'est la demande du public, c'est très clairement une tendance lourde et qui est encliquetée à jamais. On viendra sur les 3 derniers, le stockage et le transport de l'énergie, et également sur les autres sources d'hydrogène. Mais la première chose, c'est la démographie. On va passer de 7,7 milliards de personnes sur Terre à presque 10 milliards en 2050. Et en plus, lorsque vous regardez les GDP, donc les taux de croissance de la plupart des pays, ils sont eux aussi en croissance. Donc en fait, on crée de la richesse, y compris dans des continents comme l'Afrique,
et dans le Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. L'énergie va passer, la demande d'énergie va passer de 17 terawatts en 2019 à 30 terawatts. Et la part de l'électricité dans cette énergie de 16% à 30%. Donc vous voyez, il y a une inflation très très forte du besoin d'électricité et il faut encore une fois que cette électricité soit verte. Alors pourquoi l'hydrogène? Aujourd'hui, l'électricité la moins chère en investissement, c'est le renouvelable. Vous pouvez investir, vous avez des coûts en matière d'investissement de l'ordre qui vous fournissent une électricité à un prix de 20 € du mégawattheure aujourd'hui. Donc c'est réalisé, et il y a même en photovoltaïque des expériences au Portugal en dessous de ce prix-là. C'est un peu plus cher pour l'éolien, c'est aux alentours de 30 € du mégawattheure. Pour vous donner un ordre d'idée, si on compare ça au nucléaire, le nucléaire c'est plus 50-60 € sur une nouvelle installation et on arrive à avoir en France, sur des amortissements déjà effectués, une électricité aux alentours de 35 € du mégawattheure. Donc c'est la moins chère. Par contre, ça demande des surfaces très importantes. Et ces surfaces ne sont pas disponibles à proximité des consommateurs. Donc il faut à tout prix pouvoir stocker cette énergie pour pouvoir aussi la transporter. Et l'hydrogène, à ce moment-là, est vraiment la solution. Alors on verra qu'il faut rajouter une part de nucléaire pour augmenter les taux de rendement des investissements, et en particulier des gros électrolyseurs. Je vais vous en dire un mot après. Et donc c'est ça quand même le truc intéressant. L'autre truc important, c'est que géopolitiquement, ça ne pose pas de problème. L'hydrogène ne nécessite pas, enfin la chaîne hydrogène ne nécessite pas l'utilisation de terres rares ou de terres qui pourraient géopolitiquement poser problème. Donc ça accroît la souveraineté des États qui ont décidé d'investir dans ces domaines-là. Et puis il y a un grand nombre de solutions concernant l'hydrogène. Il y a des technologies différentes de production, mais il y a aussi une diversité importante en matière de transport et de distribution. Donc on a des cas de figure qui sont parfaitement adaptés pour les différents cas d'usage. D'ici 2030, nous pensons, et quand je dis nous pensons, c'est le CNH, c'est le Conseil national de l'hydrogène, avec le gouvernement français, on pense qu'on aura, en Europe en tout cas, de l'hydrogène en quantité et de façon abordable. Et donc il est question en Europe d'investir pour produire 10 millions de tonnes d'hydrogène verte d'ici 2030 à un prix aux alentours de 2 € du kilo. Ça, c'est ce que dit la Commission. Moi, je pense que ce sera entre 1,5 et 3 € du kilo, quelque part dans cette tranche. Je vous ai mis là une slide de Toyota. Au Japon, on parle de société hydrogène, Hydrogen Society. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il va falloir que l'on fasse cohabiter deux réseaux. Un réseau électrique et un réseau hydrogène. Et ces deux réseaux vont s'échanger. Plus on ira vers le renouvelable, plus il va falloir qu'on aille vers l'Internet de l'électricité. C'est-à-dire être en mesure, en capacité de savoir à tout moment quelle est l'offre et la demande et pouvoir l'ajuster. Et ça veut dire que le stockage de l'électricité est important pour pouvoir lisser en fait la demande. Et on n'est plus en mesure, on ne pourra plus faire des investissements pour couvrir les pics de la consommation. Et on ne pourra plus compter en Europe sur l'autre pays, le voisin, pour pouvoir nous livrer ces pics. Nous avons au conseil d'administration de Faurecia Jean-Bernard Lévy, qui est le patron d'EDF. Il dit, attention, il faut que vous vous prépariez, messieurs, dames, à avoir des coupures d'électricité dans les quelques années qui viennent en hiver. Parce qu'on n'a pas fait les investissements et parce qu'on a réduit la partie du nucléaire qui nous aidait bien pour pouvoir gérer ça. Donc il faut qu'on soit conscient qu'il y aura probablement des limitations de ce point de vue. Ce que je voulais peut-être aussi vous dire ici, sur cette slide, et Toyota est un constructeur automobile, c'est qu'il pense que les voitures à batterie, donc les Battery Electric Vehicles,
eh bien, coexisteront avec les Fuel Cell Electric Vehicles. Au bout du bout, on parle de voitures électriques. Donc la chaîne de traction est exactement la même. D'un côté, on y met des batteries pour pouvoir avoir accès à l'énergie. De l'autre côté, on y met une pile à combustible et un réservoir d'hydrogène pour pouvoir fabriquer cette électricité. Dans tous les cas, on a besoin d'une batterie quand même, pour pouvoir gérer les pics de demande en matière de puissance. Mais donc ça, c'est important, et je pense qu'il va y avoir, je vais vous montrer un autre slide, il va y avoir une répartition en fonction des cas d'usage de ces consommations. Sur cette slide, vous avez l'accélération, mais qui est considérable, des engagements des différents pays à financer des projets hydrogène. Donc vous voyez, vous avez au niveau mondial 228 projets, mais ce sont des projets financés. Seulement des projets financés et vérifiés qui ont été comptabilisés. Ce qui est intéressant quand même sur cette slide, même si on ne le voit pas très bien, c'est qu'il y a une grosse concentration en Europe. 55% de l'ensemble des projets mondiaux sont européens. 30 pays au monde, et des pays importants, ont déclaré une stratégie hydrogène pour des raisons de souveraineté, pour des raisons de gestion de l'énergie dans leur territoire, et donc avec des financements correspondants. Et vous voyez, en Europe, l'Europe a annoncé un financement d'ici 2030 de 221 milliards de dollars. Tout à l'heure, je vous parlais du prix de l'hydrogène. Vous avez sur le graphe du côté droit, vous avez la façon dont on prévoit la réduction du coût. Et en fait, avec des électrolyseurs, il faut qu'on arrive à la taille critique. Il faut qu'on ait suffisamment d'investissements effectués pour pouvoir descendre le coût de la technologie. Et vous voyez qu'il faudra que l'on arrive à 65 gigawatts de production d'hydrogène qui coûteront environ 50 milliards de dollars, mais 50 milliards de dollars par rapport aux 221 milliards qui sont juste l'Europe, ce n'est pas énorme, c'est quelque chose de tout à fait finançable, pour descendre et se retrouver dans cette tranche entre 1,5 et 3 euros du kilo. Et vous voyez que déjà en hydrogène gris, on y arrive déjà aujourd'hui, on est dans cette tranche-là, mais ce n'est évidemment pas le type d'hydrogène que l'on souhaite. Alors quels sont les challenges principaux qu'il faut que nous arrivions à surpasser? Alors le premier, c'est la décarbonation de l'électricité. Et donc il faut qu'on investisse massivement dans le renouvelable, et partout. Le deuxième point, c'est la technologie. Il faut qu'on baisse les coûts. Et donc la technologie est connue en réalité, mais il faut maintenant l'améliorer. Il y a des choses à faire sur la MEA, on en parlera, sur les boucles R, etc. L'électrolyseur, il faut un facteur d'échelle. Il faut un scale-up de la partie électrolyseur. Et il faut aussi que l'on pense à son taux d'utilisation. Parce que si l'électrolyseur est branché sur un champ photovoltaïque, la nuit, ça ne marche pas. Et si vous faites un investissement très important qui fonctionne que la moitié du temps, ça pose un problème. Et bien sûr, ça a un impact direct sur le coût de votre hydrogène produit. Et donc là encore, il faut qu'on regarde comment on gère ça. Et c'est là que le nucléaire serait très intéressant, et particulièrement la nuit. Les infrastructures. Donc il faut que l'on ait bien entendu des infrastructures pour alimenter les différents consommateurs. Mais l'infrastructure, vous allez voir, je vous en parlais aussi, c'est pas très compliqué. Et c'est pas très cher. En fait, on a déjà, avec nos réseaux d'énergéticiens dans les autoroutes, etc., on a les stations. Donc on peut rajouter en fait de la distribution d'hydrogène, comme on a ajouté de la distribution de gaz naturel. Donc c'est pas, vous verrez même que les coûts comparés avec l'électricité sont très proches. Et très important, si vous avez besoin d'une demi-heure ou de 20 minutes pour recharger 80% d'une batterie, vous avez besoin de moins de 5 minutes pour faire le plein en hydrogène. Donc une station va servir beaucoup plus de voitures sur une période d'ouverture d'utilisation.
La sécurité est fondamentale. On parle d'hydrogène dans les voitures stocké à 700 bars. Donc il faut que l'on rassure le public. Il faut que le public reçoive une information en temps réel, en permanence, sur la fiabilité du système qu'il a embarqué. Mais l'hydrogène, ça existe, vous l'avez vu tout à l'heure, depuis très longtemps, et ça se transporte et ça s'utilise depuis très longtemps. Donc il y a des normes qui existent, il va falloir maintenant simplement s'assurer du passage à un monde professionnel, à un monde non professionnel. Et donc il va falloir mettre des mesures en place pour cette sécurité. Et ça passe bien sûr aussi par la formation et par les compétences. Il y a de nouveaux métiers qui vont être nécessaires pour pouvoir fabriquer ces systèmes. Passons maintenant à la mobilité. Alors le premier élément dans la mobilité qui a influencé bien sûr l'électrification, c'est la réglementation. Et en particulier la réglementation CO2. Vous avez deux réglementations en Euro 7, vous avez le CO2 et vous avez les émissions. Les émissions, c'est les NOx principalement, et les microparticules. Donc sur la partie Euro 7, dont vous avez certainement entendu parler très récemment, ces jours-ci, on pense qu'en Europe, rien ne changera en 2025 parce que la réglementation ne s'appliquera pas avant 2026. Mais on pense que 2030 sera sévérisé, qu'on ne sera pas à moins 50%, mais probablement à moins 60%. Et l'une des discussions qui a cours actuellement, c'est que la Commission pourrait décider d'être à moins 100% en 2035. Ça veut dire plus de fabrication, plus d'homologation de voitures ou de véhicules avec un moteur à combustion interne. Alors si c'était le cas, on serait le premier continent au monde à faire ça. Alors je vous le dis tout de suite, si ça se faisait, on aura un problème social à régler parce que ça voudra dire de mettre beaucoup de monde au chômage. Donc je pense que, j'espère que les politiques prendront bien ça en compte. Mais voilà, donc il y a quand même un truc qui est important, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est inéluctable. On y va. Maintenant, le problème, c'est de savoir gérer la phase transitoire le mieux possible. Et c'est toujours compliqué de gérer une phase transitoire, et c'est toujours coûteux, parce que vous avez plusieurs technologies en parallèle, et évidemment, c'est une complexité importante. Mais ceci dit, si l'infrastructure ne suit pas, de toute façon, vous ne pourrez pas vendre les voitures électriques, et en ce moment, elle ne suit pas. En France, je peux vous dire, si vous êtes à Paris, si vous essayez de charger une voiture, bon courage. Donc là, maintenant, c'est notre avis, là. Du coup, c'est Faurecia qui parle. Voilà comment on voit les choses, nous, en matière de mobilité véhicule. Donc on a tout ce qui est le poids lourd, tout ce qui a un cas d'usage fort, donc où on ne peut pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter pendant plusieurs heures, alors du coup sur un camion, même avec de la charge rapide, parce que c'est juste pas possible, ça aurait une influence sur le coût de la logistique. Le deuxième élément, c'est l'autonomie. Les camions ont besoin de 1000 km d'autonomie. Et finalement, c'est le payload, donc c'est la masse que vous allez embarquer qui va être au détriment de la masse logistique pour laquelle vous êtes payé. Donc ces trois éléments sont les éléments principaux qui vont faire qu'on va être plutôt sur de l'hydrogène ou plutôt sur la batterie. Et vous voyez, sur des petites voitures, et en particulier des voitures urbaines, eh bien, on sera probablement en batterie. On n'a pas besoin du coup d'autonomie importante, on a plutôt besoin de temps de recharge rapide. Alors peut-être un mot sur les technologies batterie. On travaille, nous, avec le Collège de France, et on demande au Collège de France de nous faire des points assez réguliers, en fait tous les semestres, sur l'état de la technologie, l'état de l'art au niveau des batteries. Et bon, on a reçu le dernier rapport très récemment, il dit quoi? Il dit la technologie lithium-ion est une technologie pérenne, en tout cas sur les 15-20 ans à venir.
Anode, cathode, les matériaux vont changer. Et en particulier, on essaye de remplacer le cobalt par d'autres matériaux, des matériaux qui sont beaucoup plus disponibles en quantité importante et de façon diversifiée du point de vue géographique. Donc, le nickel va être certainement un matériau important. On est aujourd'hui environ à 200-250 Wh par kilo. Et on pense qu'on va améliorer ces batteries pour arriver à 300-350 Wh par kilo. Mais on ne réduira pas, ça c'est de la physique, de la physico-chimie en fait, on n'arrivera pas à réduire le temps de charge. C'est-à-dire qu'en fait, on restera probablement sur un temps de charge de l'ordre de 20 à 25 minutes pour 80% de la recharge des batteries dans les véhicules. Donc ça, c'est des points importants parce que ça vous donne des clés sur comment est-ce que en fait, cette mobilité va évoluer. Il y a aussi un phénomène de masse que l'on ne connaît pas encore aujourd'hui qu'il va falloir que l'on aborde. C'est-à-dire que si vous avez 3, 5%, 6% de voitures électriques dans le parc, c'est une chose. Mais si vous en avez 50 ou 60%, c'en est une autre. Si vous avez par exemple un événement de température négative en hiver qui vous frappe et qui vous bloque une autoroute, comment vous faites pour la dégager après? Parce que les batteries, quand elles sont vides, elles sont vides. Donc il faut dépanner voiture par voiture. Enfin, il y a des choses comme ça que l'on n'imagine pas encore parce qu'on ne les a pas vécues. Et donc il va y avoir tout un travail d'organisation et d'infrastructure à mettre en place pour pouvoir circonvenir ce genre de difficultés. On y arrivera. Ce sont des haies qu'il va falloir que l'on franchisse une à une, mais en même temps, il va falloir qu'on utilise aussi davantage la solution hydrogène parce qu'elle permettra des alternatives intéressantes. On n'est pas loin là, des vacances d'été, je peux vous dire. Le 1er juillet, si toutes les voitures sont électriques, elles vont toutes s'arrêter au même moment. Et là, ça va être un peu compliqué sur l'autoroute pour recharger sa voiture. Si vous avez un dual power, si vous avez à la fois des batteries et de l'hydrogène, donc une espèce d'hybride, mais à zéro émission, eh bien vous avez beaucoup plus de flexibilité et d'agilité dans la mobilité. Ça, c'est ce que, encore une fois, nous pensons du développement du marché. Donc vous voyez, on pense qu'on aura en 2030 environ 2 millions de véhicules qui sont un mix de véhicules passagers, qui sera relativement marginal, et de véhicules utilitaires légers. 2 millions. Ça représente 2% en 2030, environ 100 millions de véhicules produits dans le monde. Et vous rajoutez à ça donc, toute la partie commercial vehicles, donc les bus, les camions de taille moyenne et les camions de grande dimension. Et donc ça fait un marché de l'hydrogène pour la mobilité d'environ 17 milliards d'euros. Donc vous voyez que même avec un pourcentage relativement faible, 2%, 2,5% si on rajoute toute la partie commerciale, on arrive déjà à des chiffres qui sont très importants. Le contenu par véhicule, pour vous donner un ordre d'idée, si je prends le véhicule de madame ou de monsieur tout le monde, pour toute la partie dépollution, donc je ne parle pas du moteur, c'est environ 200 €. Si je prends la partie ici, et vous l'avez sur ce graphe, la partie simplement stack et réservoir, c'est 6 000 €. Donc vous voyez, ça fait quand même une certaine différence pour les fournisseurs. Alors ça, c'est à nouveau un slide où je voudrais passer un tout petit peu de temps et j'ai besoin de mon papier parce que là, il y a des chiffres que je voudrais vous donner et je ne veux pas faire de bêtises. Alors d'abord, comment ça se lit? Sur la partie... Alors, on a pris une autonomie de 100... Enfin, un parcours de 100 km, pour être précis. Donc, d'un côté, c'est la partie haute, une voiture électrique batterie, et la partie basse, c'est la voiture électrique hydrogène. Donc, on compare bien des pommes avec des pommes. Par contre, l'électricité, les coûts de l'électricité sont ceux d'aujourd'hui, et vous avez un mix européen. Alors que les coûts
enfin la ligne du bas est une ligne 2030, à l'exception du coût de l'électricité renouvelable qui est déjà aujourd'hui au niveau indiqué de 20 € du mégawattheure. Donc si je prends la ligne du bas pour commencer, donc la première étape c'est l'électrolyseur. Donc l'électrolyseur, j'ai besoin, enfin l'électrolyseur là, le coût à la sortie de l'hydrogène dépend de 3 éléments principaux, simples. Le coût de l'électricité à l'entrée, le coût de l'investissement et l'amortissement de cet investissement. Dans d'autres termes, si je l'utilise qu'à 50%, ça me pose un problème et ça alourdit ma note. Et c'est pour ça que j'ai besoin de nucléaire pour améliorer le rendement. Je ne l'ai pas pris en compte ici. Je pourrais améliorer ça. Donc ici, on est à 1,7 € pour ces 100 km à la sortie de l'électrolyseur. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'électrolyseur de plus? Peut-être simplement que, pour la faire simple, pour que vous sachiez quelle est la sensibilité du prix de l'hydrogène par rapport à l'électricité, le calcul est très simple, c'est 0,5 € par kilogramme d'hydrogène pour 10 € du mégawattheure. Donc 20 € du mégawattheure, c'est mon hypothèse, 1 €. Donc les 0,7 €, c'est l'investissement et l'amortissement. Ensuite, vous avez le transport. Alors, on a considéré un transport routier à 1 €. C'est ce qu'on a aujourd'hui et c'est quasi indépendant de la distance. Évidemment, si vous faites 5000 km, ça ne va pas le faire. Mais entre 300 et 1000 km, on n'a pas d'écart important. Par contre, si vous utilisez un pipeline, c'est 0,1 € pour 1000 km. Donc, vous descendez très significativement. Et en fait, on peut utiliser le réseau de pipeline du gaz naturel. On n'est pas tout à fait prêt aujourd'hui parce qu'il faut filtrer à la sortie, il faut s'assurer qu'on n'a pas de contamination de l'hydrogène par le gaz pour qu'on n'ait pas de problème derrière dans la pile à combustible, mais ça marche. Ensuite, vous avez les stations de recharge. Alors, une station de recharge, ça coûte 1,5 million pour 500 kg d'hydrogène produit par jour. Mais prenez bien en compte aussi que le fast charging en électrique, c'est 150 000 € installés. Et 150 000 €, vous avez 3 prises. Donc, en fait, les coûts sont assez comparables, parce que dans une station, il va vous falloir, pour le même débit, pour le même nombre de voitures alimentées, il va vous en falloir une bonne dizaine de stations. Et vous allez avoir un problème, c'est que les stations électriques, donc de recharge électrique, sont utilisées en fait 50 km autour des grandes villes et pas du tout entre les grandes villes, en dehors des migrations saisonnières. Et donc vous avez un problème de rentabilité de ces investissements. Et ensuite, vous avez bien sûr la distribution. La distribution, ça coûte au prix pour 100 km entre 1 et 2 €, ce qui vous fait un prix total, vous le voyez, de 4 € en moyenne. C'est 4 €, alors du coup, sans taxes. Donc allez, on va rajouter 30% de taxes. C'est ce qu'on a sur l'électricité, sur la partie que l'on paye. Donc ça nous fait du 5,25 €. Donc si vous chargez une voiture électrique seulement en recharge rapide, eh bien c'est clair, ça vous coûtera plus cher que l'hydrogène. Parce que les gens pensent que l'électricité est gratuite. Eh bien c'est pas vrai. Alors bien sûr, si vous faites un mix entre charge rapide et charge à la maison qui va vous prendre 24 heures, vous allez diminuer bien sûr le prix, ça c'est clair. Mais bon, si vous vous déplacez, c'est la situation dans laquelle vous serez. Ensuite, l'hydrogène. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne? Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard, donc je ne vais pas passer du temps. Sur la partie réservoir, on va commencer par ça. Ce qu'il faut absolument regarder, c'est la masse d'hydrogène par rapport à la masse du réservoir.
Et je vais vous donner des chiffres, vous allez voir, c'est pas beaucoup. Hein. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que bon, c'est de la fibre de carbone et la fibre de carbone, c'est assez cher. Donc on travaille sur trouver des solutions alternatives à ça. On travaille sur la cryogénie aussi, mais c'est moins 273 degrés. Hein. Et donc c'est un peu compliqué, mais la densité énergétique évidemment n'est pas comparable. De toute façon, la cryogénie sera nécessaire pour les avions. On n'imagine pas transporter du gaz sous pression. Le problème de la cryogénie, c'est qu'il faut que vous mainteniez la température. Et vous ne pouvez maintenir la température qu'en acceptant une partie d'évaporation. Et donc il faut en fait que votre cas d'usage soit une utilisation continue. C'est le cas des avions. Hein, ça marche. C'est le cas des trains. Pour les voitures, y compris pour les camions, c'est un peu plus compliqué. Mais quand même, on regarde pour les camions parce que ça donnerait une autonomie quand même très largement supérieure et ça pourrait être intéressant. Sur la partie pile, on se focalise principalement sur la densité énergétique, bien sûr. Je ne parle pas des coûts, ça c'est une convergence qu'il faut faire dans tous les cas, mais aussi la durabilité. Hein. Sur les camions en particulier, il faut 35 000 heures. Donc c'est compliqué ça, par contre, à réussir à atteindre. Donc on regarde à différents business models. Avec Michelin, on pense à de l'hydrogène, à vendre de l'hydrogène par kilomètre. Et donc de changer en fait les piles quand c'est nécessaire, sans que le client s'en aperçoive, en tout cas, sans qu'il ait à débourser de l'argent. Alors l'hydrogène, ça a commencé. Hein, c'est pas un truc. C'est pas que de l'innovation, etc. C'est concret. On a des demandes de cotation de nos clients et voilà ce que nous avons face à nous. On a le plan, l'objectif, communiqué au marché, donc ça nous engage, hein, de réaliser 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, 500 millions en 2025 et plus de 3,5 milliards en 2030. Et on a dit au marché que cette année, on allait prendre 500 millions d'euros de commandes. Et aujourd'hui, ça fait même quelques semaines, on est au-dessus de 250 millions de commandes, donc on est parfaitement aligné avec cet objectif. On est aux alentours de 350 actuellement sur ces prises de commandes, et vous voyez les sociétés avec lesquelles on travaille. Et on travaille avec des gens comme BMW aussi, avec Hyundai, Hyundai c'est sur... Toyota, pardon, et Daimler. La chaîne de valeur. Alors, on a un partenaire de JV pour la partie stack, donc pour la partie pile à combustible, qui est Michelin, et je vous expliquerai ensuite pourquoi on a fait ça. Mais en fait, avec Michelin, on couvre 75% de la chaîne de valeur. Et vous voyez que le stockage représente 40% du coût total. Et la pile à combustible, 35%, et vous avez toute la partie auxiliaire, donc c'est en particulier l'électronique de puissance, et puis les boucles de refroidissement et les boucles air qui sont assez coûteuses parce que c'est de la technologie sensible. Sur cette slide, qu'est-ce que je voudrais vous dire ? D'abord, quels sont typiquement les volumes embarqués. Donc sur une voiture de passagers, une voiture particulière, on est entre 5 et 6 kg d'hydrogène. Pour la jouer simple, 1 kg d'hydrogène égale 100 km d'autonomie. C'est une règle qui fonctionne à peu près avec des puissances de l'ordre de 75 kWh. Pour la partie commercial, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même dimension. On est sur des volumes de 30 à 80 kg d'hydrogène. Alors bien sûr, on n'est pas non plus sur les mêmes puissances en matière de chaîne de traction. Et donc on a besoin de l'ordre de 10 réservoirs par véhicule. Alors après, 10 réservoirs, ça veut dire aussi les valves qui vont avec, ça veut dire toute l'infrastructure pour pouvoir connecter ces différents réservoirs et de pouvoir les assembler, enfin les positionner sur le camion. Et vous voyez, c'est pas si simple, hein. Il y a pas mal d'infrastructures à dessiner, à développer pour pouvoir faire que ça marche.
Alors on réfléchit aussi à du common rail. Mais pour l'instant, ce n'est pas homologable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des problèmes de sécurité. Il va falloir qu'on arrive à démontrer qu'avec une valve, ça marche. On va donner un ordre d'idée, c'est 400 € une valve. Hein. Donc si on peut éviter d'en mettre 10, ça, je pense, arrangera tout le monde. Un point sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'efficience masse, c'est 7%. Et avec 7%, on est au meilleur niveau du marché. Donc c'est la masse de l'hydrogène par rapport à la masse du réservoir. Et donc on travaille bien sûr pour essayer d'améliorer ça. Et le prix de la fibre de carbone est fondamental aussi. Donc le prix aujourd'hui, il est aux alentours de 12 € du kilo. Et il faut pour un réservoir entre 40 et 50 kg de fibre de carbone. Et donc on travaille à de la fibre de carbone biosourcée, qui reviendrait, enfin on espère qu'on atteindra des prix de l'ordre de 7 à 8 € du kilo d'ici un temps raisonnable. L'autre élément important sur le réservoir, c'est qu'il faut qu'il soit connecté. On a parlé de sécurité auparavant. C'est très important qu'on ait une communication avec le conducteur pour lui dire quand il démarre sa voiture, tout va bien. Mais c'est aussi important parce que les cycles de vie de ces réservoirs sont 2 fois, 3 fois, correspondent à 3 fois le cycle de vie d'une voiture, par exemple. Donc il faut que l'on puisse utiliser en économie circulaire ces réservoirs pour d'autres applications. Et donc il faut qu'on sache qu'est-ce qui leur est arrivé, quels sont les événements qui leur sont arrivés et quel est l'impact de ces événements sur la qualité du réservoir et sur son cycle de vie résiduel. Et donc on a des transmissions de données qui vont se faire à la fois vers l'habitacle, donc pour l'utilisateur, mais aussi vers nous, pour s'assurer de la traçabilité, qu'on soit capable de savoir où est le réservoir et pouvoir maintenir ce réservoir si nécessaire ou demander à ce qu'il soit changé le cas échéant. Je vous parlais tout à l'heure de la fibre de carbone, l'enroulage, donc la façon dont on va développer la fibre autour d'une matrice plastique, qui est le layer qui va faire en sorte qu'on a cette étanchéité, la partie d'enrobage de la fibre de carbone n'est là que pour des raisons mécaniques. Ça, c'est essentiel. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait en simulation pour pouvoir aller vite en mettant le moins de matière possible, en conservant le même coefficient de sécurité. La cryogénie, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, on essaye aussi de trouver du conformable. C'est très important parce qu'on essaye d'avoir dans un battery pack la possibilité, donc dans le même encombrement, d'y mettre des réservoirs plutôt que des batteries, ou d'y mettre des batteries et des réservoirs. Donc on essaye de trouver des solutions, donc autres que les cylindres que vous connaissez, déjà pour commencer des cylindres de beaucoup plus petites dimensions, ce qui fait que dans un encombrement, on a beaucoup moins de volume perdu, et on a besoin de moins d'épaisseur, mais aussi des surfaces que l'on pourrait modeler comme on le fait avec les réservoirs d'essence aujourd'hui. Symbio, c'est donc notre JV avec Michelin. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que Michelin est un spécialiste du matériau, en fait. Et il y a un truc très important dans le stack, dans la pile à combustible, c'est ce qu'on appelle la MEA. La MEA, c'est l'ensemble, c'est l'agrégat de membranes. Et en fait, vous avez une partie de diffusion, vous avez une partie de catalyse et vous avez une partie d'échange protons. Et donc, on imagine qu'on va pouvoir fusionner ces matières. La matrice, donc la partie centrale de cette MEA, donc la membrane d'échange protons, est sur une base de matériaux fluorés. Ce n'est pas extraordinaire pour l'environnement. Donc on cherche aussi là des substitutions et de nouveaux matériaux qui permettront d'être moins chers et plus propres dans le cadre du recyclage.
Donc Michelin, il sait faire ça. Enfin, il sait faire ça. En tout cas, il a les ressources pour le faire, alors que nous sommes davantage un spécialiste de l'industrialisation. On est le premier acheteur d'acier inox au monde, et on a la capacité à transformer cet inox. C'est l'inox qui est utilisé pour les plaques bipolaires. C'est soit du graphite, soit de l'inox, mais si on veut converger en prix, il faut que ce soit de l'inox. L'autre élément important, c'est que nous sommes un fournisseur de l'automobile, et donc on est présent partout, et on a cette intimité qui va bien avec les clients. Michelin a développé un service avec les flottes en vendant des pneus au kilomètre, et donc ça nous intéresse ça aussi de savoir comment est-ce qu'on peut gérer ces flottes différemment avec un service rendu complet, y compris avec la fourniture d'hydrogène s'ils le souhaitent. Et donc on a racheté ensemble une société qui s'appelle Symbio, qui est une société qui existe depuis de pas mal d'années et qui a déjà mis des voitures sur la route, et en particulier qui a commencé avec des véhicules utilitaires légers où vous avez ensemble batterie et pile à combustible. Et donc ça, c'est très très important et c'est très intéressant. Ça demande une compétence toute particulière en gestion en fait des énergies pour pouvoir maximiser l'autonomie et faire en sorte que vous ayez la bonne puissance disponible. Ça, je vais pas vous le dire, il y a trop de choses. Sur la partie, là, vous avez en fait la gamme. Hein, donc, il nous faut une gamme de piles à combustible. Donc 39, 35 en fait kilowatts, 75 kilowatts, 150. Alors après, vous en mettez deux ensemble. Hein. 75, 2,75 ça fait 150. Par contre, les plaques d'extrémité ne sont pas les mêmes. Donc il y a quand même toute une partie d'industrialisation, de développement et de tests qu'il faut faire. Après, 300 kilowatts, c'est 250, simplement. Et après, si vous voulez faire motoriser un train, par exemple, ben c'est très simple, hein, vous en rajoutez autant que nécessaire. Et donc, c'est une production qui est finalement très standard. Et vous voyez qu'il faut se dépêcher parce que les réglementations vont nous imposer à offrir des solutions pour la mobilité lourde très rapidement. Donc après ça, c'est toute la partie industrialisation. Jusqu'à présent, c'est artisanal, l'hydrogène. Et ce qui est très important pour pouvoir aboutir au bon niveau de prix, c'est de l'industrialiser complètement. Et l'industrialiser, ça veut dire l'automatiser, ça veut dire la digitaliser, ça veut dire réduire la variabilité via la data. Et donc ça demande des investissements et qu'il faut d'abord développer sur des pilotes. Donc ça, c'est ce que l'on est en train de faire. On a d'un côté toute la partie design, alors bien sûr les profils, les matériaux, ça c'est une chose, donc on a des outils de simulation pour faire ça le plus correctement possible, encore une fois en essayant d'augmenter la durabilité au maximum et la densité énergétique. Il faut qu'on arrive à baisser le coût de la MEA qui représente à peu près 30-35% de la totalité de la pile à combustible, et il faut qu'on diminue aussi en parallèle avant d'avoir trouvé des matériaux de substitution, mais ça ne va pas être immédiat, la possibilité de réduire le platine, qui est le catalyseur. Et en fait, on réduit le platine en le plaçant exactement là où il faut. Et donc, c'est à nouveau plutôt de l'industriel, c'est plutôt du process. C'est en fait déposer le platine sur les surfaces que l'on souhaite et que sur les surfaces que l'on souhaite. Et un platine avec une forme, ce sont des petits tubes, qui va être optimisé. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir le plus de surface active possible avec ce platine. Le compresseur d'air, donc avis à amateurs, il nous faut une technologie de compresseur air européenne. On achète aujourd'hui chez les Américains, chez les Japonais. Ce sont des compresseurs un peu particuliers qui ne peuvent pas être lubrifiés. Donc la lubrification est une lubrification gaz pour éviter toute contamination. Et donc c'est des trucs qui tournent très 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 vite. Et c'est pas si simple à mettre en œuvre. Donc le Conseil national de l'hydrogène cherche à financer un projet de développement de ce type de compresseur. Voilà, c'était
Mon avant-dernière slide, maintenant juste la conclusion. Nous sommes convaincus que l'hydrogène va trouver sa place. L'hydrogène est l'alternative à l'électricité, mais pas le remplaçant de l'électricité, c'est le pendant. Donc ça va coexister, il y aura deux réseaux qui fonctionneront ensemble. La décarbonation est un must absolu. Les gens veulent que le CO2 soit maîtrisé, et donc l'hydrogène doit être verte, et il n'y a pas d'autre solution, même si on peut utiliser pendant une période transitoire du nucléaire. Il n'est pas complètement vert, mais quand même, qui de ce point de vue est plutôt pas mal. Les investissements sont colossaux, mais sont financés. Donc il y a l'argent. Et je peux vous dire qu'en France, par exemple, notre problème, c'est de le dépenser. Donc on passe notre temps avec Benoît Potier de l'Air Liquide à essayer de trouver des projets pour qu'on fasse avancer la filière. La mobilité est une des applications. Il y en a deux autres. C'est l'industrie, et en particulier l'acierie, mais aussi tout ce qui est cimenterie, parce qu'ils sont très fortement générateurs de CO2. Et puis, il y a toute la partie habitation, et en particulier chauffage, qui, au fur et à mesure, sera dans ce double réseau une des alternatives de consommation. Voilà, je vous ai tout dit.